Bonjour à tout le monde. Rebonjour à ceux qui étaient présents à la première partie. Euh, Écoutez, tout de suite, d'emblée, je veux préciser que, bon, j'ai donné quand même pas mal de conférences, mais aujourd'hui, c'est un cas un peu particulier parce que il y a des gens qui étaient là dans une première partie et il y en a d'autres qui se joignent, qui n'ont pas vu la première partie. Donc, pour certains, il va y avoir une récapitulation. Au début, on va reprendre des thèmes, mais évidemment, on va les reprendre en accéléré. Et donc, pour les nouveaux, vous allez peut-être trouver qu'on fait les choses, qu'on tourne les coins un petit peu ronds. Si tout se déroule rondement, les informations plus en profondeur que j'ai données dans la première partie de la conférence, je vais pouvoir les reprendre. Je les ai mis comme à la fin de celle-ci. Donc, si jamais on a du temps et que ça vous intéresse toujours, ben, je pourrais réapprofondir certains des liens. J'avais partagé mon écran pour l'ensemble de la programmation, donc je ne vous verrai pas tous. C'est donc pour ça qu'on vous a demandé de mettre vos commentaires, vos choses dans le chat et les gens de l'ACMAC vont en prendre compte et m'interpeller aux besoins. OK? Ça peut peut-être prendre 2 petites secondes, là, le temps qu'on ajuste le cadre correctement. OK. C'est ça, l'association des... Oups, je vais juste réduire ça un petit peu. Donc, j'ai intitulé la conférence Les moulins entre la maison de pierre et l'horlogerie. Je vais commencer par vous donner quelques mots sur l'association des moulins, quelques notions sur l'essence d'un moulin, le régime seigneurial, les forces motrices, et après ça, on va se gâter, envoyer un peu plus d'éléments. Donc, l'association des moulins, on aurait pu nous aussi s'appeler l'APMAC parce que en réalité, nous regroupons, nous sommes les amis et propriétaires de moulins anciens du Québec. Donc, on regroupe à la fois des gens des conseils d'administration, des amateurs de ça et des propriétaires de moulins. Et on a une mission qui est un peu semblable à celle de l'ACMAC. Nous, on ne réalise pas de travaux de restauration directement. Nous ne sommes pas des maîtres d'œuvre des projets de sauvegarde ni de restauration. On accompagne nos membres dans leur démarche et faisons la promotion de l'importance de ce premier patrimoine industriel. Parce qu'il faut savoir que les moulins, c'est le premier patrimoine industriel. Et ça, c'est pas vrai juste au Québec, c'est vrai partout. Parce qu'au fond, un moulin, c'est d'abord un moteur qui va faire fonctionner des outils et c'est autour des moulins que va se développer l'ensemble de l'industrie. Mais pour l'Association des moulins du Québec, un moulin, c'est quoi? C'est essentiellement, comme je viens de dire, un moteur qui tourne grâce à une énergie renouvelable, qui est soit l'eau, le vent, OK, et qui a été construit il y a plus de 100 ans et situé au Québec. Donc, pour nous, c'est ça, un moulin. Accessoirement, on va tenir compte aussi des moulins à vapeur, particulièrement dans le cas des moulins à scie. Mais en fait, un moulin à vapeur, c'est un moulin qui fonctionne grâce à l'eau aussi, parce que c'est la vapeur d'eau qui fait fonctionner le moulin. Ça peut donc comprendre des moulins à pompage, à broyer, à extraction d'huile. Mais je vous dis tout de suite, au Québec, on n'a pas fait d'huile d'olive, puis vous en doutez sûrement. Cependant, on a fait d'autres formes d'huile, on y reviendra un petit peu plus tard. Ça peut être des moulins à fouler, à carder, mais les plus nombreux, les plus populaires, c'était des moulins à scie, des moulins à bardeau et des moulins à farine, comme de raison. Le moulin à farine, c'est comme le joyau, si on veut, là, c'est vraiment la cerise sur le sundae. Donc, des moulins, c'est vers ça. Puis on va y revenir un petit peu plus tard là, pour vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Mais étymologiquement, un moulin, ça vient de meule. Et donc, ça vient de moudre, qui est l'action de broyer et de pulvériser.
Donc, ça peut être pulvériser des aliments. De la farine, évidemment, c'est ce qu'on connaît le plus, mais ça peut être aussi pulvériser du café, des olives ou n'importe quel autre aliment pour en faire une farine ou une huile ou peu importe. Mais on va broyer et moudre les gens. Pas les gens, mais les éléments. Et ça peut être aussi pour des minéraux. On peut moudre ou broyer et de l'ocre, par exemple, du gypse, etc. Mais au Québec, un moulin, c'est tout ce qui tourne. Donc, les moulins à scie, les moulins à bardeau, les moulins à papier, puis on a même les moulins à coudre. Donc, mais plus spécifiquement, au Québec, quand on parle de moulin, les gens spontanément font référence aux moulins à vent en premier et les moulins à vent qui font farine. Même si les moulins à scie, par exemple, sont plus nombreux que les moulins à farine, si on parle de moulins, ben, généralement, les gens, d'une façon spontanée, vont avoir en tête un moulin à farine et très, très souvent, ça va être un moulin à vent. Vous avez ici un exemple sur l'illustration, c'est le moulin à vent de l'île aux Coudres. Or, à l'île aux Coudres, le moulin à vent était dans l'impossibilité de moudre pendant plusieurs années avant qu'il soit restauré. Là, sur la photo, là, il vient d'être restauré, il est tout beau. Mais avant ça, il était plusieurs années. Mais pendant toutes les années, la dizaine d'années, au moins les 10 ans, il n'a pas fonctionné. Quand on regardait tous les dépliants touristiques de Charlevoix, par exemple, toute la promotion du moulin lui-même, ce qu'on voyait toujours, c'était le moulin à vent, même s'il y a un moulin à eau qui est juste à côté, qui lui fonctionnait toujours. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, quand vous allez visiter le moulin de l'île aux Coudres, si vous achetez un petit sac de farine, ben, vous allez voir sur le sac l'illustration du moulin à vent en premier plan et le moulin à eau, même si la farine que vous achetez a sûrement été produite dans le moulin à eau, parce que finalement, on ne produit pas souvent, on y reviendra pourquoi, on ne produit pas souvent avec le moulin à vent. Non, juste pour donner une idée de l'importance de la symbolique, l'Association des Moulins, on était invité à participer au Festival de la Galette à Saint-Eustache. Donc, on était installé notre kiosque en avant du manoir Globensky, qui est juste en face du Moulin de Légaré. Et le Moulin de Légaré, c'est un des joyaux dans le patrimoine, un des moulins au Québec. C'est vraiment un magnifique moulin. C'est la plus vieille entreprise en usage continu en Amérique du Nord. Et donc, on est juste en avant de ce moulin-là et on avait installé sur des panneaux une longue, longue banderole sur laquelle on demandait aux enfants de dessiner un moulin. Donc, les enfants étaient face au moulin légaré, en arrière de leur panneau, et ils devaient dessiner un moulin. Sur 24 moulins qui ont été dessinés, on a dessiné 18 moulins avant, même si on était en avant d'un magnifique moulin à eau. Bon, on ne peut pas parler de moulin au Québec sans parler du régime seigneurial. C'est intimement lié. Donc, tout ce qui concerne les moulins à farine, entre autres, sont placés le long du fleuve Saint-Laurent entre Montmagny et l'île Perrot. Donc, la première phase, c'est toute la ligne rouge là, que vous voyez le long du fleuve, des choses. Donc, juste un petit peu à l'ouest de Montréal et jusqu'à Montmagny de l'autre côté. Donc, l'ensemble des moulins va se développer sur ce volet-là en premier et le long de la rivière Richelieu pour la partie suivante. Mais essentiellement, les moulins à vent, on ne les retrouve que dans ces deux vallées-là. Et sur la rivière Richelieu, on va en retrouver de Sorel jusqu'à Pointe-à-la-Chevelure, qui est aujourd'hui du côté américain. Bon, ben, on pourrait se rappeler, comme dirait Trump, que la frontière, c'est juste une ligne arbitraire. À l'époque, ça faisait partie de la Nouvelle-France et le moulin de Pointe-à-Chevelure était quand même un moulin relativement important. C'est le dernier moulin à vent le plus à l'ouest que nous ayons construit. Euh, Très majoritairement, les seigneuries sont des bandes étroites et très longues. La partie étroite étant celle qui fait face au cours d'eau, le Saint-Laurent ou le Richelieu. Et ces deux cours d'eau-là vont être les chemins, voire même les autoroutes de l'époque.
le moulin va être au cœur du développement de chacune des communautés. Chaque communauté va se développer autour d'une trilogie sur laquelle reposait tout le développement. Cette trilogie-là, c'était le manoir, le moulin et l'église. Ça, à tout le moins pour toute la période du régime seigneurial. Donc, à ce moment-là, c'est toujours ces trois éléments-là. Puis autour de ces éléments-là, on va retrouver des maisons, tranquillement, ça va commencer à se construire, mais pas d'une façon, c'est-à-dire d'une façon qui vient vraiment englober ce pôle-là. Et à la fin du régime seigneurial, ben, on va garder le même principe, sauf que là, évidemment, le manoir va disparaître parce qu'il n'y a plus de seigneur. Mais toutes les communautés, je pense par exemple à celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des Laurentides, de Lanaudière, par exemple du nord de la Naudière, excusez, toutes ces communautés-là vont tous se développer autour d'un pôle qui va être construit d'abord d'un moulin. Ensuite, il y a une petite chapelle qui se greffe près du moulin. Et là, les gens qui travaillent au moulin s'installent tranquillement, construisent des petites maisonnettes. Et après ça, ben, pour avoir du lait puis de la viande, pour ça, pour les travailleurs, ben, il y a des gens qui construisent, qui aménagent des fermes au fur et à mesure que la terre va se défricher. Mais toutes les communautés, même celles plus éloignées, vont se développer autour de ce pôle-là. Puis même quand on est à l'extérieur du régime seigneurial, je pense par exemple à tous les cantons de l'Est, donc dans le système des cantons, quand il va arriver évidemment plus la période du régime anglais. Donc, dans ce système-là, même dans ce système-là, les communautés vont se développer autour des moulins. Euh, Par rapport justement au régime seigneurial, on est confronté à des mythes par rapport aux réalités. Le premier mythe seigneurial qu'on va rencontrer, le plus important, c'est que le moulin, c'est une obligation pour le seigneur. OK. Est-ce que c'est vraiment une obligation? C'est la question qu'on se pose. Moi, mon avis, c'est davantage une opportunité qui le favorise. OK? Il construit un ou des moulins à farine, d'acier accordé, puis tout ça, hein, pour, dans un premier temps, attirer des colons dans sa seigneurie. C'est pour donner des services à des gens afin qu'ils viennent s'installer dans sa seigneurie. Et dans un deuxième temps, c'est de maximiser ses revenus une fois qu'il va avoir beaucoup de colons, il va recueillir le blé le blé ou les grains en général, mais en très grande partie, c'était le blé à ce moment-là que, euh, qui lui reviennent, c'est-à-dire les 1/14e de ce qu'il va moudre. Et donc, à ce moment-là, il va prendre ce grain-là et il va le commercialiser. Il va aller chercher des revenus avec ça. Donc, c'est d'abord ça. Pourquoi c'est pas vraiment une obligation? C'est que si c'était vraiment une obligation, les censitaires auraient une façon de créer des pressions. Or, les censitaires, il faut qu'ils emmènent le Seigneur en procès pour réussir à le forcer à construire un moulin. Et amener le Seigneur en procès, ben, c'est vraiment compliqué parce qu'il n'y a pas, évidemment, ce qu'on a aujourd'hui, des recours collectifs. Donc, il y a quelqu'un parmi les censitaires qui va devoir accepter de prendre sur ses épaules la responsabilité de poursuivre le Seigneur. Et le Seigneur, ben, souvent, il y en a comme deux catégories de seigneurs au Québec. Il y a ceux qui sont riches, qui ont habituellement un intendant sur place. Ils ne sont pas là trop souvent, il y a un intendant, mais ils ont de l'argent pour avoir des bons avocats. Et les seigneurs qui sont un peu plus pauvres, eux, ils vont habiter leur seigneurie, donc ils vont les côtoyer toutes les semaines à la messe parce que la chapelle est sur son domaine. Et en plus, ben, il faut savoir que souvent, le Seigneur, c'est la seule autre personne avec le curé qui sait lire ou écrire. Donc, le Seigneur, il est souvent le parrain de plusieurs de vos enfants. Il a signé l'acte de décès de votre mère. Il a peut-être même été témoin à votre mariage. Donc, tout ça, l'emmener en cause, c'est pas évident. Et l'autre élément qui vraiment nous incite à dire que c'est plus une opportunité, c'est qu'en réalité, ce n'est qu'en 1675 que les seigneurs qu'il va y avoir ici, c'était le cas évidemment en Europe avec le régime seigneurial qui existait là-bas, mais ici, l'obligation à votre signaler officiellement, à votre décréter en 1675.
Or, en 1675, il y a déjà une vingtaine de moulins qui ont été construits par des seigneurs. Donc, c'est pour dire que les seigneurs n'ont pas forcément attendu de l'obligation de construire les moulins et ils ont construit pour réussir à emmener des transistors sur leur territoire. Le deuxième mythe qui est très répandu, c'est celui que seul le Seigneur a le droit de construire un moulin, ce qui n'est pas exact, parce qu'il est interdit de moudre pour d'autres censitaires. Donc, un censitaire ne peut pas avoir son petit moulin puis faire de la farine pour ses voisins, par exemple. Ça, c'est défendu. Mais il a le droit de la faire pour des boulangers, il a le droit de la faire pour des brasseurs. À ce moment-là, c'est plus de la farine, là. Les brasseurs, ça va être avec l'orge qui va traiter, mais il a le droit de la traiter dans son moulin. Il a le droit de se faire un moulin à un pour scier du bois, pour faire de l'huile, pour fouler. Tout ça, c'est légaux. Euh, Cependant, le problème, c'est que c'est le Seigneur qui distribue les terres. Donc, le Seigneur, en distribuant les terres, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que toutes celles qui ont un haut potentiel énergétique, il ne les distribuera pas, il va se les garder. On a ici un exemple là, de la seigneurie de Lachenay en banlieue de Montréal. Donc, le domaine seigneurial est le long de la rivière, aux confins, en fait, de la rivière des Prairies, de la rivière des Mélites. Donc, est juste à côté, juste à droite là, de la photo qui est là, vous auriez le fleuve Saint-Laurent là, qui descendrait de bas, de haut en bas. Et donc, son domaine seigneurial est installé là. Mais quand il va construire un moulin, il va le construire au bout de la Flèche Rouge, ici, OK? À quelque chose comme une trentaine de kilomètres de son domaine. En rouge, ici, c'est la rivière qui dessert le moulin. Donc, il y a cette rivière-là qui suit ce parcours-là. OK? Puis, rendu ici, la rivière, elle a véritablement, il y a des chutes. OK? Il y a véritablement un bon débit d'eau. Il y a de quoi installer un moulin. Donc, il va avoir concédé plein de terre partout, mais cette zone-là, il ne l'aura pas concédé. Si bien que quand il va y avoir des successions de terrains, puis ça, mais à un moment donné, il y a un seigneur qui va arriver puis qui va injecter un peu d'argent et il va construire son moulin, il va le construire juste ici. Donc, il construit loin. Donc, c'était pas parce qu'il y avait juste le Seigneur qui avait le droit de construire, mais c'est parce que dans la pratique, le Seigneur évitait de donner les terrains ou de concéder les terrains qui avaient de la valeur énergétique. Et les moulins à vent, ben, ils ne sont pas vraiment performants pour faire autre chose que de moudre de la farine. D'ailleurs, ici, dans le domaine seigneurial, en bas, là, il y en avait un moulin à vent, puis il faisait juste de la farine avec. Ici, ce qu'il va installer éventuellement, ça va être un moulin et à farine et à bois, là, mais il va l'installer là. Pourquoi est-ce que c'est aussi important que ça dans la colonie de développer des moulins? C'est tout simplement parce que au début de la colonie, à l'époque là, de la Nouvelle-France, un homme adulte, OK, mange quotidiennement un pain de 2 kilos. OK? Ça serait l'équivalent d'à peu près là, 4 pains comme ceux que vous voyez illustrés en bas. Bon, évidemment pas en volume, là, parce qu'il faisait des pains de farine intégrale. C'était comme un peu plus dense que les gadois ou autres de ce monde, là. Puis comme il y avait des familles d'une douzaine d'enfants, OK, ça leur aurait représenté à peu près ça comme quantité de pain qu'ils auraient mangé tous les jours. Évidemment pas en volume, mais en quantité de choses. Bon, j'exagère parce que les 12 enfants, ce pas des adultes, il y avait des enfants, il y avait des nouveau-nés là-dedans qui ne mangeaient pas leur pain de 2 livres par jour, mais ça vous donne quand même une idée de pourquoi c'était aussi important la farine au début du siècle. La grande euh, majorité du régime alimentaire, c'était des bouillies, donc avec des légumes racines, pas de patates, ça va arriver beaucoup plus tard, 1830 à peu près. Donc, et le pain va servir à peu près pour tout. Il va servir presque d'ustensile. On va prendre des morceaux avec, on va tremper le pain dans le bouillon et on va manger avec le pain et on va en consommer vraiment d'une façon là, très, très, très importante. C'est pour ça que les moulins sont aussi importants dans notre développement. À votre avis, est-ce que le meunier va travailler comme un fou à l'automne, au mois d'octobre, tout ça? Pas vraiment. OK? Puis la raison pour laquelle le moulin c'est important que les moulins puissent opérer à l'année longue, c'est que le grain, ça se conserve très bien et très longtemps, hein? Alors que la farine, surtout à cette époque-là,
ça a une durée de vie très, très temporaire. Encore plus, aujourd'hui, si vous achetez une farine dans un des moulins qui est membre, par exemple, de l'Association des moulins, on va vous recommander de la garder au congélateur. On va, au moins, en tout cas, pour les 48 premières heures. Puis, malgré ça, cette farine-là, elle est faite avec des intrants, donc avec du grain qui sont bien plus propres que ce qu'il y avait à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, on a des appareils pour tamiser. On appelle ça cribler le grain pour le nettoyer, en fin de compte. À l'époque, on faisait ça uniquement manuellement. On s'installait dans un corridor de vent et on lançait à l'aide d'une vanneuse, on lançait des grains vers le ciel. Le vent partait avec tout ce qui était léger, le grain retombait dedans. On faisait ça à plusieurs répétitions jusqu'à temps qu'on pense qu'il est assez propre. OK? Et là, on le faisait. La majorité, ben, en tout cas, j'imagine, vous êtes tous intéressés par les maisons anciennes et un certain nombre d'entre vous en habitez. C'est pas à vous que je vais apprendre que la zone qui est définie ici par les traits jaunes, dans une maison, on appelle ça le grenier. Pourquoi on appelle ça grenier? Ben, grenier, ça vient évidemment de graines. C'est l'endroit où on entreposait les grains. De telle sorte donc que le censitaire ou le colon, le cultivateur, appelez-le comme vous le souhaitez, à ce moment-là, il faisait ses récoltes fin d'été, début automne. Il nettoyait ses grains généralement à l'automne. Il les mettait dans des poches et ces poches-là étaient suspendues dans le haut de la maison, suspendues pour éviter à la vermine là, d'avoir trop de plaisir. Et donc, on conservait des poches. Et supposons qu'il savait que d'une poche, c'était à peu près ce qu'il avait besoin pour un mois. Ben, quand il voyait que sa réserve diminuait, il descendait une poche, il en mettait dans sa voiture, il se rendait au moulin et il faisait moudre sa poche et il revenait avec ses deux poches, donc sa poche aux trois quarts à peu près de farine, puis une autre poche à peu près au quart de son. Au tout début de la colonisation, c'est pas le cas. Là, au tout début, il n'y a pas de gluto dans les moulins, donc il va ramener la poche et il va devoir, s'il ne l'avait pas en farine totalement intégrale, il va devoir la tamiser lui-même. Ce qui nous amène aux forces motrices. Il existe trois forces motrices renouvelables et c'est celle que, au niveau, deux des trois, c'est ce que on regroupe, nous, à l'Association des moulins comme force motrice. Donc, évidemment, vous avez le vent et l'eau, ça, à peu près tout le monde, j'imagine, l'ont deviné. La troisième force motrice qui n'est pas négligée parce que c'est la première et c'était pendant longtemps la seule, c'est ce qu'on appelle les moulins à sang. Les moulins à sang, c'est tous les moulins qui utilisent l'énergie musculaire pour, pour fonctionner. Ici, on voit un âne qui est en train, mais l'âne n'est pas en train de faire de la farine. Là. L'âne est en train de faire de l'huile d'olive. Euh, la grande majorité de la farine, c'était des esclaves qui l'ont faite et non C'est sur les moulins. C'est bien, gros lapin, c'est bien. Qu'est-ce Donc, qu'il y a? c'est prêt, le macaroni, tout est Je prêt. mange Monsieur pas tout de suite. Tremblay, Les votre 50 micro est accords, là, ouvert. Si t'as vous fini pouvez vous avec ça? mettre sur mute, s'il vous plaît. Hey, D'accord. that's crap. C'est ça, j'ai un petit peu de compétition. Donc, je reviens à la diapositive précédente, c'est ça. Donc, les moulins à sang, donc c'est tout ce qui est fait. Je disais que les esclaves vont jouer un très grand rôle euh, pour plusieurs raisons, mais une première, c'est qu'aujourd'hui, on va distinguer les professions. On va avoir un meunier, on va avoir un boulanger, on va avoir un pâtissier, on a un épicier qui va vendre le pain, et puis le boulanger, évidemment, qui va le faire cuire. À l'époque, c'est une seule entreprise. Tout est regroupé ensemble. Fait que comme on ne pouvait pas faire confiance à l'âne pour pétrir le pain ou le faire cuire, encore au moins le vendre,
Donc, à ce moment-là, on avait besoin de toute façon sur place d'esclaves. Et généralement, il y avait quelques esclaves de plus. On faisait une rotation et c'était des esclaves qui, au total, faisaient la mouture. Il y avait d'autres problèmes aussi. L'âne qui tourne, ça prend quand même un certain espace, plus d'espace, puis tout ça, là. Donc, pour toutes ces raisons-là, les ânes vont faire beaucoup d'huile, vont aussi carder, ils vont faire la plupart des autres formes de moulins, à l'exception des moulins à scie, hein, où les ânes ont très peu là, il y a très peu de cas, en tout cas, où il y aurait eu quelque chose, mais d'une façon générale, c'est ça. Mais au Québec, si on n'aura pas de moulins qui vont fonctionner avec des esclaves. Il y a eu un petit peu d'esclavage au début de la colonie, mais il n'y a rien en tout cas de documenté comme quoi il y a des moulins qui ont fonctionné avec des esclaves. Mais il y a eu deux moulins qu'on appelle des moulins à sang. Il y en a un dans la région de Montréal, c'est à la ferme Berthollet en 1667, donc quand même, ça fait pas longtemps, là, si on regarde la fondation de Montréal, là, 1642, après ça, Laval, un petit peu après, ça faisait vraiment pas longtemps. Il est situé finalement tout près, quand je vous montrais tantôt le domaine seigneurial de Lachenay, là, il était comme juste, ce qui était en face du domaine seigneurial, c'était la pointe de l'île de Laval, là. Il était sur cette pointe-là. On n'a pas beaucoup de documentation, mais on sait qu'il existait là, qu'il y avait là un moulin qui fonctionnait avec le sang, donc avec l'énergie musculaire. C'était très sûrement des animaux qui le faisaient fonctionner. Ensuite de ça, on a on revient donc à nos forces principales, l'eau et le vent. Bon, ici au Québec, on n'aura pas d'ensemble de moulins comme ça, mais j'ai utilisé ces deux ensembles-là, autant dans le cas des moulins à vent que des moulins à eau, à roue. Si vous regardez dans la cascade à droite, là, vous avez chacun des chiffres c'est une roue qui correspond à ça. Donc, il y a 14 roues, donc 14 moulins qui fonctionnent à partir de la même eau qui arrive en haut. Et la beauté dans ça, c'est que l'eau arrive par la rivière en haut, elle passe à travers le moulin 1 et 8, si on veut, une quantité vers le 1 et l'autre vers le 8. Le ruisseau est sûrement divisé en deux, un de chaque bord. Et l'eau du 1, il n'y a rien qui est retenu dans le moulin. Elle va s'en aller pour faire fonctionner le 2 va faire fonctionner le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8, et elle va reprendre la rivière rendue en bas. Là, on ne le voit pas sur l'illustration, là. Elle passera en dessous, c'est un canal qui est couvert. Il passera en dessous, puis elle retourne à la rivière. Donc, quand on parle d'énergie renouvelable, là, et dans le cas des moulins à vent que vous avez à votre gauche, ça c'est pareil, c'est pas au Québec, là, c'est d'ailleurs pas des moulins qui font de la farine, c'est des moulins qui pompent de l'eau, mais c'est le même principe. Vous avez de la série de moulins. Bien, tout le vent qui passe à travers le premier moulin est encore disponible pour le deuxième, le troisième, puis jusqu'au dernier moulin. Donc, quand on parle d'énergie renouvelable, on ne peut pas avoir plus renouvelable que ça, là. Il y a pas, on prend toujours l'expérience qui est plus facile à visualiser, c'est le cas des moulins à eau. Il n'y a pas une goutte d'eau qui reste dans le moulin. Toute, chaque goutte d'eau qui rentre dans le moulin en ressort, OK, après avoir tout simplement transmis son énergie. Donc, je vous disais qu'on n'avait pas eu au Québec là, d'ensemble. Là, bon, même si, par exemple, à Repentigny, il y avait trois moulins à vent très proches l'un de l'autre. À Verchères, il y en avait six. Puis il y en avait tout autant à Contrecoeur. Mais ces moulins-là, c'était tous des moulins indépendants. Il n'y a pas eu au Québec de complexe ni de moulins à vent. Bon, dans les moulins à eau, il y a trois petits complexes, si on veut, là, mais qui n'étaient pas des roues comme celles qu'on voit sur l'illustration, là. Le plus gros complexe, c'est des forges du Saint-Maurice. L'autre après ça, c'est l'île des Moulins à Terrebonne et le saut au Récollet à Montréal. Mais aucun de ces complexes utilisait le principe de la cascade. Mais avoir plusieurs moulins sur la source, même si ce n'était pas des cascades dans un ensemble, dans un complexe comme on a là, je prends l'exemple de la rivière Bayonne, qui est près de Berthier. OK? Il y a eu 12 moulins sur la rivière. OK? Il y en a eu 5 ou 6 sur la rivière Lachigan. Ben, puis c'est la même chose sur la rivière l'Assomption et c'est pareil là, dans plusieurs autres rivières au Québec. Donc, les 12 de la rivière Bayonne, là, le premier moulin en haut de la rivière, lui, il prenait de l'eau et il faisait de la farine avec. Et cette eau-là était utilisée par le deuxième, le troisième, jusqu'au dernier qui, lui, l'a renvoyé. Puis à ce moment-là, l'eau s'en allait dans le fleuve. Donc, on est vraiment dans un air
de production d'énergie renouvelable. On revient à l'essence de la conférence parce qu'elle s'adresse d'abord à des amis, propriétaires et amis de maison. Donc, je l'avais intitulé de la maison de pierre à l'horlogerie. OK? On va faire, parce qu'en réalité, la différence entre une maison de pierre et un moulin à eau, là, parce que c'est plus évident que les moulins à eau, ça réside essentiellement dans le savoir-faire et les mécanismes qui y sont associés. Les mécanismes d'un moulin sont nombreux, précis et souvent délicats, comme ceux d'une horloge. Euh, donc, à partir de maintenant, nous aborderons davantage l'aspect physique des moulins, là, puisque je m'adresse principalement à des amateurs de maisons et de choses. Donc, si on regarde, dans le cas des moulins, on a fait exactement comme pour les maisons. On les a adoptés. Je vous ai dit tantôt que c'est important que le moulin fonctionne à l'année. Donc, au début, les moulins, on va importer la technologie des moulins à eau et à vent de France et d'Angleterre. Au début, c'est de France parce qu'on est une colonie française. Et ça va s'adapter, ça marche à 100 pour les moulins à eau, 100 12 mois par année. Pour les moulins à vent, 100 mais 8 mois par année. Quand il arrive l'hiver, où là, à ce moment-là, on va avoir des grands problèmes de gel, le moulin peut être arrêté des 3, 4, 5 mois d'affilée, même plus parce que des fois, il va y avoir des bris. Donc, quand il va arriver le printemps, ça va dégeler, mais il faut le réparer. Et c'est très important, c'est essentiel même pour les sanitaires d'avoir de la farine d'une façon régulière. Fait que donc, comme on a fait pour les maisons, on va les adapter. Les maisons, on voit par exemple la maison à droite, la maison de gauche, c'est-à-dire on voit qu'il n'y a pas de débordement. Donc, la pluie, elle tombe, elle coule le long du bâtiment, elle descend plus profondément et elle va descendre en dessous des fondations qui sont très peu profondes et elle va venir faire travailler les fondations et causer des difficultés à la structure. À droite, ben, la maison, ce qu'on voit, à l'origine, elle avait l'eau coulait aussi juste le long du mur, mais on a rajouté ce qu'on appelle un caillot. Donc, on a une pièce de bois qui est légèrement courbée et ça nous a permis d'éloigner l'eau de la fondation pour qu'elle tombe plus loin et à ce moment-là, cause moins de dommages. Donc, dans le cas des moulins, ce qu'on va faire, on va faire la même chose. On va amener des modifications. Si vous regardez à gauche, vous avez un moulin assez typique en France. Donc, comme dans l'autre cas, il n'y a pas il y a pas de coyot, donc l'eau, il n'y a pas de débordement des toits. La roue est située à l'extérieur. Donc, ce qu'on va faire au Québec, dans les moulins, la première chose qu'on va faire, on va faire avec les moulins comme avec les maisons, on va créer des coyots, on va essayer d'éloigner l'eau le plus possible de la maison, mais on va aussi allonger le moulin pour être capable d'entrer à l'intérieur de la roue. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on rentre la roue à l'intérieur qu'on n'a plus de problème de gel, parce que les moulins ne sont pas chauffés à l'intérieur, mais quand même, c'est plus facile à contrôler, ça gèle moins. Puis quand ça gèle, ça gèle moins profond, puis c'est plus facile d'aller déprendre la roue de la glace pour être capable de le faire fonctionner. Et on va aussi modifier les systèmes de vente. Parce que c'est ça, comme je disais, ça n'a pas réglé à 100 le problème. Ça l'a réglé en partie. Cependant, une des grandes parties du problème, c'est que l'eau, ici, parce qu'avant de rentrer dans le moulin, l'eau, il y a un système de régulateurs, si on veut, qui sont des contrôles, qu'on appelle des vannes qui vont permettre de réguler. Au tout début, c'est comme l'illustration à gauche, là. Vous avez des pièces en bois, puis c'est uniquement avec un levier on va remonter. Tranquillement, on va installer comme au centre une crémaillère, puis on va éventuellement en réinstaller comme celle du moulin de Pointe-du-Lac à Trois-Rivières, là, en vert, là, à votre droite. Il manque au bout là, de l'arbre que vous voyez, il y aura évidemment une grosse poignée qu'on va tourner, c'est beaucoup démultiplié et on va être capable d'aller chercher, de dégeler, de déprendre les portes d'une façon plus efficace. Mais surtout, on va changer le système d'arrivée d'eau. Dans un système traditionnel d'un moulin, la rivière arrive là, de la gauche en bas, si on veut, et là, il y a un seuil, un premier seuil qui est un barrage qui va l'envoyer dans un canal de dérivation. Et après ça, il va y avoir
les vannes que je vous parlais tantôt, qui vont être ici, qui vont régulariser l'eau qu'on va laisser entrer dans le moulin. Ce qu'on va faire, c'est que rapidement, on va changer le canal de dérivation pour un bassin de rétention, si on veut, donc un bassin de retenue. Parce que sur ce bassin-là, il peut facilement y avoir 4 pieds de glace. OK? Mais ce qu'on va faire, c'est que la vanne, on n'utilisera plus des vannes de dessus, la vanne d'entrée. Ce ne sera pas une vanne de dessus, mais va être une vanne de fond. Donc, on va avoir une réserve qui a plus que 4 pieds et c'est l'eau qui est en dessous, qui est de la glace. C'est elle qui va circuler et on va rouvrir. Donc, comme les portes sont situées en bas du seuil de gelée, c'est sûr que par l'extérieur, à l'occasion, il va y avoir de la glace qui va se former. On va devoir piquer. Ça ne sera jamais une vie facile, mais quand même, c'est plus facile que c'était avant et on va contrôler de mieux en mieux. Ce qui nous amène à un autre chapitre. Là, vous avez l'exemple du petit moulin, du petit canton, du moulin du petit canton. Donc, il y a 3 types de moulins à eau. Il y a des moulins à roue à ailette, à roue à aube, à roue forcée, à turbine, à marée et à vapeur. OK? Donc, on fait très rapidement. Les roues à ailette, c'est comme vous avez en haut à gauche. Ces roues-là, c'est une série de palettes. Ils sont déposés directement dans l'eau et c'est la vélocité de l'eau qui va faire en sorte que la roue va tourner. Et évidemment, c'est très en lien avec le débit du cours d'eau. Donc, après une pluie, par exemple, abondante, la roue va avoir beaucoup de force, va tourner beaucoup plus vite. C'est des roues qui sont beaucoup plus difficiles à maîtriser. Éventuellement, on va maîtriser les roues à auget, comme celle que vous voyez à droite. Ça, c'est la roue du moulin de Saint-Roch-des-Aunais. OK? Et là, dans ce cas-là, c'est le poids de l'eau qui la fait tourner. Et là, à ce moment-là, ça nécessite moins de courant et c'est surtout beaucoup plus stable. On va arriver à un autre avancé qui va être les roues à conduite forcée, comme vous avez en haut à gauche. C'est que là, à ce moment-là, non seulement l'eau arrive sur les pannes sont rendues horizontales, mais elle arrive dans un tuyau, elle arrive sous pression. Et à ce moment-là, ça va être plus efficace. En haut à droite, c'est le moulin de l'Adoré au lac Saint-Jean. C'est un moulin à scie. Mais si vous voyez le tuyau, vous avez toute une série comme des petits geysers. C'est tous des trous. Ça, c'est les régulateurs de tension dans le tuyau. C'est que quand il y a, au printemps, par exemple, ces geysers-là vont peut-être avoir 4, 5, 6 pieds de haut. Et si vous y allez au mois d'août, après une longue période d'été sèche, vous ne verrez même pas d'eau sortir. Mais pour éviter que le tuyau qui est fermé parce qu'il veut créer de la pression, pour éviter qu'il explose en cas de trop grande quantité d'eau, ben, ces trous-là agissent comme régulateurs. Et après ça, arrive tranquillement le principe de la turbine, qui s'applique aussi en partie à la roue à conduite forcée. Le principe de la turbine, c'est qu'en plus on ajoute la force du vortex. Vous savez, le vortex, c'est quand on ouvre le bain, là, le tourbillon qui se fait. Mais imaginez-vous que c'est au lieu d'avoir juste un petit drain en dessous de votre bain qui a un pouce et demi, là, mettons 2 cm à peu près, là, 2 cm et demi. À ce moment-là, si vous avez un tuyau qui a 1 mètre, bien évidemment, la force du cortex là, est vraiment très, très importante. Et à partir de 1830, va arriver les vraies turbines. Les vraies turbines, c'est un peu le même principe, sauf que là, on va subdiviser les jets pour que le même jet soit diffusé en même temps sur plusieurs ailettes. Donc, on va augmenter la force et les moulins aujourd'hui qui marchent avec des turbines marchent tous avec des turbines de ce principe-là, là, qui sont des turbines qu'on dit de type Pelton, inventées en 1830 à peu près. Là. Si on revient dans les moulins électriques, il y avait une autre forme de moulin qu'on a vu, même s'il n'y en a pas eu gros au Québec, c'est ce qu'on appelle les moulins bateaux. Ça marche comme un moulin bateau. C'est que là, si vous regardez le bateau qui est sur le Mississippi à votre gauche, il y a une force motrice à l'intérieur. Si on regarde la cheminée qui est là, c'est probablement un engin à vapeur qui prend sa force et l'envoie pour faire tourner les ailettes en arrière. Chez les jeunes ici qui font du pédalo, c'est le même principe. Vous avez une roue à ailette de chaque côté et vous avez des pédales dans le fond du pédalo et c'est la force musculaire des enfants qui va faire avancer le pédalo. Dans le cas du moulin bateau,
bien là, on a le même principe. On prend la roue à ailettes, OK? Mais là, cette fois-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ancrer le bateau et on va l'ancrer dans un endroit où il y a un courant d'eau important. Donc, et le courant va faire tourner les ailettes et à ce moment-là, et c'est les ailettes qui vont, oups, excusez, c'est les ailettes qui vont créer l'énergie à l'intérieur. Le moulin est à l'intérieur. Le gros inconvénient de ces moulins-là, l'avantage, c'est qu'ils peuvent se déplacer. Le gros, et surtout, qu'ils sont toujours à la bonne hauteur. Donc, qu'il y ait une grosse pluie ou qu'il n'y ait pas de pluie, il va toujours avoir à peu près la même force. Mais le gros inconvénient, vous voyez les poches ici de farine, ben, les gens sont obligés de farine ou de grains, là, je ne sais pas lequel des deux, mais dans les deux cas, on va devoir passer sur une petite passerelle pour aller mener les intrants puis les extraits du moulin, ce qui va évidemment complexifier et rendre ça plus compliqué, mais il y a quand même eu de ces moulins-là. Il y en a eu un, entre autres, qui était ancré beaucoup, entre Repentigny et Verchères là, pendant longtemps. Que, peu importe la forme de moulin à eau que nous ayons, il y a toujours le même principe de fonctionnement. On a toujours un arbre moteur, OK, qui est l'arbre là, ici de la turbine. Ça, c'est une chose de turbine qui est relié à une couronne, un pignon, qui va faire marcher un arbre moteur, OK, qui est ici, sur lequel on va avoir des poulies. Et de chacune de ces poulies-là, il y a des courroies qui vont aller faire marcher des outils. Donc, dans l'exemple de ce moulin-là, la turbine qui est là va faire marcher une, deux, trois, quatre outils en même temps. Maintenant, quand on compare, vous avez à gauche un schéma d'un moulin, okay, et à droite, le schéma d'une montre. Okay. Évidemment, ils ne sont pas aux mêmes échelles, mais si vous regardez, c'est quand même assez impressionnant à quel point il y a des similitudes dans les deux cas. On arrive maintenant à une nouvelle phase. Je vous ai dit que la différence entre les moulins, c'était le savoir-faire. On va regarder différents éléments du savoir-faire. Ici, vous avez une meule de moulin. OK? Donc, ça, c'est une meule qui a été trouvée en quelque part, repris, qui est quand même assez abîmée, là, qui a besoin de beaucoup de travail. La meule en haut, c'est une meule très moderne, là, mais c'est pour que vous voyez le travail qu'il y a à faire dessus. Et la meule en bas, c'est une des meules du moulin Légaré. Et là, les meuniers sont en train de piquer la meule. Soit dit en passant, on est malchanceux, on vient juste de manquer. Aujourd'hui même, de 11h à 14h, il faisait une démonstration de piquage et c'est le seul moulin au Québec qui pique. Mais dans le communiqué de presse, le Moulin Légaré nous dit que c'est des activités du 30 mars au 11 avril. Donc, il reste quelques jours. Fait que si ça vous intéresse d'avoir du piquage, peut-être que vous pouvez appeler ou aller sur le site Internet. Là, vous allez voir, il y a peut-être des possibilités encore d'y aller. Je reviens à la pierre principale ici. Donc, les pierres qu'on a, ce sont ce qu'on appelle des pierres assemblées. Donc, ce sont des pierres qui sont taillées, okay, par un maçon. Elles sont placées pour faire un set. Et sur ce set-là, on va demander à un forgeron de faire un set de métal qui va être légèrement plus petit que le set conférence. Et on va faire roger le set de métal. Il va donc s'expandre. On va le descendre au-dessus des pierres et en se refroidissant, il va vraiment tout prendre les pierres ensemble. Le moulin Légaré, les pierres que vous voyez là, ça fait 275 ans là, qui sont retenues les unes aux autres par ce principe-là. Et ici, c'est ça, vous voyez là, que ce qu'on va voir dans une petite vidéo qui suit, c'est ils vont retravailler le ciselage ici, on appelle ça piquer des meules pour redonner du mordant aux meules. Et si vous voyez les chemins d'accès des grains, ils sont très profonds au centre, ils s'en vont à rien au bord. Et donc, ça permet au grain, le grain va s'engouffrer par l'intérieur, va s'en aller vers l'extérieur, mais il y a de moins en moins de place, donc il est de plus en plus broyé et finalement, il va sortir entre les deux meules hein, par la force centripète et tout le tour de la meule, on va se retrouver avec la farine. Donc, j'espère que ça va fonctionner. On va le sortir tout de suite, on va l'accoter là-bas. L'auget, la doiselle, on la sort. OK. On va la mettre dans le coin, Martin. Doiselle, l'auget, tout ça. Oui.
L'auger, je vais en mettre sur les poches là-bas. 1, 2, 3. On a levé la jupe. Ok, bouge pas. C'est pas comme ça? Oui. Bien, on voit là. Là, tranquillement, on va pouvoir la remonter. Là. Tu sais que j'ai fait ça des années de temps, ça. Ouais. J'adore Martin. Oh, ça adore. Ah ouais, c'est un bon 3 On va pouces. l'envoyer tranquillement. On va l'entendre crier. Donc, c'est ça, ici encore. Ok, on va la laisser comme ça. C'est moins de morceaux en haut. On va la suivre. Attention à tes pieds. Quel bord? Oh, on va l'envoyer comme ça. C'est beau, ça sent toi. Je laisse aller, hein? Oui. C'est beau. Et voilà. Ah, c'est des vieux morceaux. Tiens. Ok, on va jeter un coup d'œil, Martin, là, une seconde. Ça est à côté. Ça est à côté. Très bon, ça. Et on va étendre le lock sur le niveau suffisant. Ça s'est fait comme ça là, depuis probablement une bonne centaine d'années passées ici à l'intérieur. Tu peux regarder comment la pierre a opéré durant l'année et aussi en même temps là, nous donner l'idée du piquage qu'on va devoir, du marquage qu'on va devoir faire dessus. Donc on prend le niveau comme ça, on l'appuie bien droit et on va le déplacer. En appuyant, Donc, il y en a pour une semaine comme ça à piquer les deux meules. Donc, c'est vraiment là un travail difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les autres moulins, à part que eux, ils font des outils pneumatiques là, ou électriques, là, dépendamment du cas, mais ils font partie là, de l'exception. On arrive toujours dans le savoir-faire, évidemment, dans le savoir-faire d'un moulin, puis c'est la même chose dans ce cas-là. On est très près des maisons, de ceux qui ont des maisons de pierre. Donc, notamment, l'entretien de la pierre est une partie importante et difficile et souvent assez dispendieuse. Sauf que la différence importante qu'il y a avec une maison ordinaire, c'est que les moulins, généralement, ils ont un côté complet du moulin qui est juste proche de la rivière. La rivière vient juste à côté. Et surtout avec les nouvelles règles du ministère de l'Environnement, puis tout ça, on ne peut plus aller attendre par exemple l'hiver, puis aller porter des éléments sur la glace. Ça, c'est plus permis d'aller avec des véhicules sur les choses. Donc, il y a un côté complet
qui souvent va demander énormément de travail, donc des coûts additionnels très, très importants. Souvent, il va arriver qu'il faut qu'on utilise une grue, passer au-dessus du toit du moulin, puis redescendre dans une nacelle de l'autre côté pour être capable d'effectuer les travaux. Mais ça, dans chaque cas, ça nous demande la même expertise que pour faire une restauration d'une vieille maison ancienne. Mais le travail des moulins, donc, nous a amené à développer des façons de faire, des façons de procéder, notamment cette proximité-là avec le show. Avec le cours d'eau, il y a ce qu'on appelle, on n'est plus dans la pierre, là, on est dans la toiture du moulin, hein, ce qu'on appelle la courte tôle. OK? C'est vraiment un schéma. OK? Vous voyez la rivière, le moulin qui le longe en rouge ici, c'est une tôle. On appelle ça des courtes tôles parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le latage sur lequel la tôle va venir se déposer, être clouée. On pose qu'une section qui permet à un homme de se plier au-dessus et d'aller la clouer jusqu'en bas. Quand lui va avoir fini de cette tôle-là, il va monter sur un autre échafaudage un petit peu plus haut et il va recommencer le même principe avec une autre tôle. Et il peut y avoir 4, 5, 6 tôles de même sur la longueur du toit. Évidemment, donc les tôles vont être posées un petit peu comme un bardeau, si on veut, mais ce sont des tôles. Et quand on dit courte, évidemment, là, on ne parle pas comme un bardeau de quelques pouces. C'est quand même se pencher et aller au loin, là, ça peut être 3 ou 4 pieds même, là, ces tôles-là. Mais c'est une technique qu'on utilise dans les moulins, beaucoup en Europe, là, les moulins qu'on appelle la courte tôle. Toujours dans le savoir-faire, mais le savoir-faire qui n'est pas toujours si bien transmis. OK? Ici, vous avez le moulin des Jésuites, donc à Charlebourg. OK? Ils ont refait la toiture. Ça, c'est des photos qui ont été prises il y a une douzaine d'années environ, quand ils ont refait la toiture sur les deux bâtiments, là, celui de gauche et de droite. Et la toiture, ils ont dû la refaire l'année passée. Elle a duré une douzaine d'années. Et en grande partie, le responsable de ça, c'est ce que vous voyez sur le bâtiment à gauche. Si vous regardez le bâtiment à gauche, il y a des membranes de plastique qui sont en dessous, parce que là, on va le recouvrir évidemment de bardeaux de bois. Mais ça a pour effet d'étanchéiser parfaitement, hein, le toit en dessous du bardeau, de telle sorte qu'il n'y aura plus de circulation d'air et les bardeaux vont accumuler de l'humidité et ils vont se détériorer très rapidement. Si bien qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travaux de restauration qui ont été faits sur des moulins qui en sont rendus à 2, 3, 4 couvertures en bardeaux de bois parce que les bardeaux de bois ne durent pas. Maintenant, les dernières restaurations, on espère que la solution trouvée va être efficace. On met une espèce de treillis sur le fond, là, comme on mettrait comme un treillis par-dessus. Puis on pose le bardeau par-dessus ce treillis-là. Ce treillis-là est en plastique, en fait, mais il est conçu de façon à laisser passer l'air pour que les bardeaux qu'on met puissent s'assécher. Toujours dans le savoir-faire, euh, mais dans le savoir-faire, et je veux porter à votre attention qu'il y a deux types de savoir-faire. Il y a le savoir-faire qui nécessite des habilités et celui qui est un savoir-faire empirique, si on veut. Donc, qui nécessite des habilités. Si vous regardez, ici, vous avez la roue de face et de profil du moulin de la Lorraine, qui est un moulin qui a été reconstitué après un incendie. C'est la seule roue, d'ailleurs, extérieure au Québec. Parce que justement, il est construit, puis qu'en hiver, il ne fonctionne pas, fait qu'il y avait moins de problèmes de gelée. Et à ce moment-là, ça prend quand même de dextérité, il faut être habile pour faire chacune de ces auges-là, de ces augets-là, qui sont hermétiques, qui retiennent l'eau, qui permettent donc de créer un poids. L'eau arrive par ici et c'est son poids qui va faire tourner la roue. Ici, vous avez une chute en arrière. J'en profite parce que c'est difficile à expliquer parce que c'est comme sur la roue du moulin de Saint-Roch-des-Aulnay qu'on a vu, puis on les voit rarement, mais ici, on la voit bien en extérieur. C'est ce qu'on appelle l'évacuateur.
Puis juste au-dessus de cet évacuateur-là, donc dans la chute, ici, actuellement, il est fermé parce que l'eau s'écoule, puis on veut faire tourner la roue, mais on ouvre ce clapet-là qui s'appelle un glacis. Vous allez voir tantôt, il va y avoir un lien avec les glacis. Donc, en ouvrant le glacis, ça permet à l'eau de ne plus se rendre à la roue, mais de tomber en arrière de celle-ci. Et donc, à ce moment-là, la roue arrête de tourner. Après, bon, on peut aller fermer les vannes là-bas. Toujours dans le domaine du savoir-faire, mais sur les deux dimensions. On a vu ceux qui ont participé à la première rencontre. Je vais parler de la première photo là, que je comparais avec celui de Légaré, mais là, c'est le, le dessous, si on veut, du moulin des éboulements. Donc, toutes les petites flèches jaunes, ça représente du savoir-faire, ça représente des fignolets, il y a des corniches, il y a des bâtis moulurés, il y a des caissons là-dedans, il y a des trappes ouvragées, il y a des chanfreins. Il y a des chanfreins de poutre pour l'archure. Il y a ce qu'on appelle des travails englobants. Hein, au niveau des trempeux, là, c'est ce que vous avez ici, des espèces de mirons qui sont là. Donc, il y a beaucoup de savoir-faire de travail. Hein. Mais à droite, c'est le cas, c'est ce que vous voyez ici à gauche qui est transposé à droite. Là, on a un autre type de savoir-faire. C'est un savoir-faire qui est plus empirique. C'est que ces poutres-là qui retiennent toute la trempure. Donc, c'est sur ça que reposent les meules, que repose tout le cœur du moulin. Bien, cette trempure-là, ces poutres-là de trempure, d'abord, elles sont très massives pour absorber des vibrations, et deux, elles sont complètement indépendantes du moulin. Elles descendent jusque sur le roc en bas, OK, pour éviter de transmettre des vibrations hein, et du bruit, mais surtout des vibrations au moulin. Donc, ça, pour être capable de faire ça, il faut avoir une connaissance, un savoir-faire, mais qui n'est pas n'importe qui peut aller faire la colonne puis la partie sur le roc au lieu de la partie sur le plancher. Mais si on n'a pas ce savoir-faire-là, évidemment, le plancher est plus près, on va avoir tendance à se prendre sur le plancher, mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc, c'est moins bruyant, il y a moins de vibrations, puis il y a moins de poussière. Donc, et ce savoir-faire-là, c'est la même chose au niveau des moulins à vent, toujours dans cette catégorie des savoir-faire un peu plus empiriques, si on veut. Donc, ici, on a une photo d'un moulin à vent, c'est celui de l'île aux Coudres, qui est un moulin tel qu'on voit la grande majorité, on va le voir un petit peu plus tard, là, des moulins au Québec. OK? Donc, c'est son moulin avec les quatre ailes traditionnelles qui font tourner les moulins. OK? Mais pourquoi il y a quatre ailes? OK? Il y a quelques exceptions. Par exemple, le moulin de Sorel, il y en avait six. Puis même lui, celui qu'on vient de voir, le moulin de l'île aux Coudres, il y en a eu six, mais pendant une très courte période, pendant quelques années à peine. OK? Et ici, on n'en a jamais eu, là, mais pourquoi on ne fait pas des moulins avec 12 ailes qui prendraient, regardez l'espace qui est couvert par rapport à l'ensemble de la voilure, par rapport à nos quatre ailes, évidemment, il y a beaucoup plus grand. On pourrait penser qu'il y a beaucoup plus grand qu'il y a beaucoup plus d'emprise pour le vent, puis qu'à ce moment-là, ça va aller, ça va plus fort. Mais c'est pas le cas. Parce qu'il faut permettre, les ancêtres avaient cette connaissance empirique-là du vent, c'est que si on ne laisse pas suffisamment d'espace entre les ailes, hein, pour laisser la turbulence, parce que quand le vent arrive sur une aile, il y a la turbulence qui va se créer. Et si la seconde aile arrive avant que la turbulence soit passée, ben, à ce moment-là, on perd de la force. Donc, si une des preuves pour ça, on regarde aujourd'hui avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, puis ça, les éoliennes, là, ça serait facile pour eux autres de mettre 12 ailes s'ils voulaient, là. OK? Pourquoi ils en mettent trois? Les moulins à vent, en général, il y en avait quatre parce qu'il fallait les mettre par paire, parce qu'on n'avait pas la technologie. C'était pas soudé au sens, c'était des pièces qui se croisaient. Mais donc, c'est le même principe. Il y en a trois parce que c'est ça qui est le plus efficace. Alors, remarquez que si eux, avec quatre, ça serait plus efficace, il y en aurait quatre. Hein. Il y en a trois parce que c'est vraiment ça qui est le plus efficace. Et je finis sur ce secteur-là. Vous avez sûrement tous déjà vu dans les champs là, ce qu'on appelle des moulins là, pour pomper l'eau. OK? Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que ce moulin-là, le diamètre de cette roue-là et le diamètre de cette petite éolienne-là achetée chez Canadian Tower, hein, c'est le même diamètre. Mais la petite éolienne achetée chez Canadian Tower a produit une fois et demie la puissance de cette aile-là. Pourquoi? Parce que justement, il y a le vent
ne combat pas les turbulences, alors qu'ici, il passe son temps à le combattre. Et toujours dans le savoir-faire, à ce moment-là, je vous montre ici une photo du moulin Ouellet, qui est à Cap-Saint-Ignace, dans Chaudière-Appalaches. Donc, il faut avoir un savoir-faire. Là, on revient plus à un savoir-faire plus traditionnel d'habilité. Il faut être capable de travailler de la pierre, du bois et tout ça. Pour faire fonctionner un moulin puis le maintenir en bonne opération, il faut que le meunier ait du savoir-faire. On n'est pas sûr que les gens du ministère de la Voirie, je sais que ça ne s'appelle plus de même aujourd'hui, là, mais que le ministère de la Voirie avait le même savoir-faire. Parce que quand ils ont fait le pont sur l'autoroute 20, ok, ils ont placé des piliers qui sont de chaque côté du lit d'été, si on veut, de la rivière, mais qui sont juste en bordure de ce lit-là. De telle sorte que depuis que le pont est créé, à chaque printemps, quand l'eau arrive, quand les débâcles arrivent, à ce moment-là, l'eau monte et à cause des piliers, elle a toujours monté l'eau quand il y avait des débâcles, mais elle suivait le chemin de la rivière. Alors que là, l'eau, elle est arrêtée par les piliers qui ont mis, elle est détournée, puis une année, ben, il y a un tronc d'arbre qui est venu accrocher le coin du moulin, puis il est parti avec. Je vais vous remonter toujours, ça va clore la section du savoir-faire. Je vais vous montrer une autre petite vidéo. Et puis, c'est la roue à Saint-Roch-des-Aunais, qui est la plus grande roue au Québec. Ici, c'est Marie-Josée Deschênes, l'architecte spécialisée en papier. Donc, vous avez vu que ça prenait quand même pas mal de savoir-faire, hein, ce savoir-faire actuel, mais c'est assez complexe là, de tout défaire l'ancienne roue, qui pèse 3 tonnes, soit dit en passant, là, qui a 3 pieds de diamètre, qui ont fallu que sortent ça de là et réinstaller la nouvelle. Toujours dans le savoir-faire, un élément du savoir-faire qui est plus moderne, c'est celui de l'intégration. Ici, sur la photo, vous avez la bibliothèque de Terrebonne, qui est située dans l'île des Moulins. Donc, elle est située sur deux anciens moulins. Donc, à gauche, le moulin qui était relativement restauré dans l'état tel qu'il était à l'origine. Il y a un petit cubicule moderne qui fait le lien entre les deux. Et à droite, c'était une portion de moulin qui était vraiment trop défaite pour être capable de la restaurer. On a donc fait un bâtiment moderne. Mais si vous regardez, quand on parle d'intégration, là, les deux petites flèches jaunes, là, dans le lambris qu'ils ont mis dans les bouts, ils ont eu la présence de faire un rappel qui vient rappeler les deux petits hangars qui étaient à l'origine, qui étaient annexés à cette portion-là du moulin. Fait que c'est une façon de travailler entre le moderne et l'ancien. On voit ça assez régulièrement maintenant dans les moulins parce que ça boit des gros bâtiments, tout ça, mais souvent, il faut lui donner une touche de modernité. C'était, par exemple, le cas aussi avec le moulin de Saint-Roch-des-Aunais. Donc, où vous voyez ici à gauche, il y a un cubique. C'est tous les services, là, des toilettes, les choses, qui étaient difficiles d'être aux normes dans l'ancien bâtiment du moulin. La boutique de vente, et tout ça. Mais tout ça, c'est caché par un mur qui est constitué de cageots et de pierres, et le toit est végétalisé de telle sorte que quand on est dans le stationnement, parce que d'ici, ça paraît pas beaucoup, là, ça semble cacher le moulin, mais en réalité, regardez ici, là, c'est égal avec la route, parce que ça descend. Fait que quand on est dans le stationnement qui est situé en arrière, ce qu'on voit, c'est la végétation et les roches, si on veut, et on voit toujours le moulin. Là aussi, là, on a quand même une belle intégration. On arrive à une autre section qui c'est des exemples. OK? Donc, ici, vous avez des exemples de moulins qui sont devenus des maisons. Celui-ci, c'est le moulin de Fredericksburg en Estrie, construit en 1839 pour la partie de pierre.
C'est pas un moulin seigneurial pour la simple et bonne raison que lui, parce qu'en 1839, le régime seigneurial n'est pas aboli encore, mais lui, il est d'un canton. Donc, il est sur le régime des cantons. Et donc, il a été construit, habité par des loyalistes. Il a été construit par M. Fröhlich, qui était un médecin. C'est lui qui va donner le nom au village. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le moulin de Fröhlichsburg. Il est en bordure de la rivière au Brochet. Il a été converti en maison en 1967. Ici, vous en avez une autre maison, vous avez le moulin du père Honorat. OK? Et, le père Honorat, c'est le responsable de la mission de Notre-Dame de La Terrière, sous l'égide de l'archevêché de Québec, comme de raison. Et l'archevêché de Québec, ils s'y connaissaient en moulin parce qu'ils en ont fait construire comme plusieurs. C'est à Saguenay, dans la ville de Saguenay, dans le secteur de La Terrière, qu'on le retrouve. C'est un moulin qui a été construit en 1863. La structure est de pierre qui remplace celle de bois qui, elle, datait de 1846. La dernière restauration est de 1972. Ses activités ont cessé en 1940. Mais on n'a pas la date de reconversion exacte, mais c'est entre 1969 et 1972. Et si jamais vous trouvez ça joli et que ça vous intéresse, il était à vendre jusqu'à il n'y a pas longtemps encore. Je ne sais pas s'il a réussi à le vendre ou pas. Vous en avez un autre exemple de moulin maison, c'est le moulin du domaine de Lobinière, dans Chaudière-Appalaches. Si vous le regardez comme il faut, le moulin, il ressemble beaucoup au moulin de la Rémie à Baie-Saint-Paul, pour ceux qui l'ont vu. C'est un moulin construit en 1799. Il a été abandonné en 1942, qui a été converti en résidence en 1970. Vous allez voir, là, en 1970, à la première partie de la conférence, il y a quelqu'un parmi les visiteurs qui pensait que son moulin n'avait pas été sauvé parce qu'il y avait eu des problèmes, que c'était arrivé dans les années 70, mais non, dans les années 70, c'est vraiment l'âge d'or de la sauvegarde des moulins ou du moins des bâtiments des moulins. C'était un moulin banal, c'est celui de la seigneurie de Lovinière, mais ce moulin-là a, comme beaucoup d'autres moulins et d'autres choses, il y a des problèmes au niveau, si on voulait, là, il est en résidence privée, fait qu'il n'y aura probablement pas d'inspecteur de choses, mais c'est sûr que si on voulait l'ouvrir au public, la balustrade ici, qui est vraiment une balustrade et non un garde-corps, ça ne correspond absolument pas aux normes d'aujourd'hui du ministère, là. Il y aurait certainement des choses à faire. Des fois, c'est dommage parce que ça fait partie du style, mais c'est la réalité. Vous en avez un autre, vous avez le moulin Gertin, qui est au Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie. C'est un moulin banal aussi, c'est celui de la seigneurie de Rouville, construit en 1840. Il a été converti, c'est un des, quand même, parmi les plus anciens qui a été converti en résidence privée, c'est en 1930. Et c'est par un propriétaire, là, de 1930 à Saint-Hilaire, c'est le début de l'exploitation des grands vergers. Là. Saint-Hilaire est en train de changer de vocation. On cultive plus de blé et de choses. On a des vergers et les besoins du moulin vont s'éteindre, si on veut. Donc, le traitement architectural, parce qu'il a quand même été modifié quand ils ont reconverti en maison, ils n'ont pas fait juste l'intérieur, c'est d'une inspiration le néoclassique. Marque l'ensemble par une symétrie, son ordonnance des ouvertures et ses proportions harmonieuses. Le bâtiment est magnifié par de larges débordements de toit ornés de grandes consoles ouvragées, composantes reprises au niveau des quatre lucarnes. Donc, c'est toutes les petites flèches blanches, jaunes que vous avez ici, là. Vous avez ces espèces de corbeaux-là qui sont là, qui donnent quand même là, de la présence. Puis évidemment, avec le temps, là, l'aménagement paysager est aussi intéressant. Vous avez un autre exemple de moulin maison, c'est le moulin de la Grande Barbue en Montérégie aussi, c'est à Saint-Hilaire, à Saint-Césaire, excusez-moi, en 1829, construit en 1854-55. Il a été reconstruit parce qu'il a brûlé le premier en 29. Donc, il y a des pierres, il y a des choses qui datent de 1829, mais la bâtisse, telle qu'on la voit pour la partie pierre, la partie à gauche était rajoutée. Il a été exploité jusque dans les années 1975, puis a été transformé en résidence en 1970. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez des photos de la résidence en bas. Et comme vous voyez, ils ont gardé beaucoup d'éléments du moulin d'origine. Il y en a qui ont transformé leur moulin, ils ont gardé l'enveloppe, mais tout le reste était enlevé, si on veut. Il y en a d'autres qui ont été plus parcimonieux, et c'est le cas de celui-ci.
Vous avez d'autres exemples de moulins maison, mais cette fois-là plus modestes, parce que c'est pas toujours des super de beaux moulins. Hein. Il y a des moulins qui étaient plus modestes que d'autres. Vous avez le moulin Lavoie en haut à gauche, là, en blanc. C'est à Saint-Pascal, dans le Bas-Saint-Laurent. C'est un moulin vraisemblablement 1791. Cependant, il a été modifié en 1870. Là, c'est là qu'on va ajouter l'armier, ici la galerie, puis la toiture. Puis il va être alimenté par une roue à godet jusqu'en 1965. Vous avez, après ça, en jaune, ici, c'est le moulin du bas des éboulements, par opposition au moulin des éboulements, qui est probable, en tout cas, c'est le moulin ancestral le plus authentique qu'on a au Québec. Donc, lui, il est situé en haut. Lui, pour le rejoindre, il faut que vous alliez vers Saint-Joseph-de-la-Rive, que vous soyez, Saint-Joseph-de-la-Rive, là, c'est ce qui nous permet de prendre le traversier pour aller à l'île aux Coudres, là. Les deux ont coexisté, les deux sont sur la même rivière. Et en bas, en rouge, ici, vous avez le moulin Denison de Denville, qui a été construit en 1850, transformé en maison en 1971. Il a fonctionné avec une turbine dès le début, parce que construit en 1850, les turbines sont nées à peu près en 1830, donc dès le début, on va y mettre une turbine. Et à cause, une ou des turbines, hein, parce que, il va quand même avoir, même si le moulin n'est pas très gros, il va avoir 4 paires de meules. Puis c'est probablement le maximum qu'on a. Le moulin de la Rémy a 4 paires, le moulin de Saint-Roch a déjà eu ça, mais je ne connais pas qu'il y avait plus que 4 paires. Donc, même si le moulin semble plus modeste, mais son propriétaire, qui est M. Dennison, est originaire des États-Unis. Donc, il va donner son nom au hameau, Dennison, qui va devenir Denville. OK? Mais c'est lui qui va aussi apporter le style au moulin, qui est un style Nouvelle-Angleterre. En Nouvelle-Angleterre, on trouve beaucoup de ces moulins-là. Puis dans le petit encart ici, vous avez la structure de ce moulin-là. Ça ne paraît pas parce qu'il y a un parement de bois à l'extérieur partout. C'est une structure en poutre complètement remplie de briques. Si vous avez restauré des vieilles maisons, il y a quand même un certain nombre de maisons qui sont construites comme ça. Il y en a dans la Nadière, entre autres. Il y en a parmi vous qui connaissent Clément Loca, qui a une super de belle vieille maison. Sa maison est construite un peu avec ce style-là de choses. Un autre exemple de moulin toujours plus modeste, donc vous avez le moulin Mercier, puis qui s'appelait aussi le Moulin Blanc, il est à Saint-Charles-de-Bellechasse. Il fait partie d'un ensemble de 3 moulins qu'il y avait d'installer dans ce qu'on appelait le Faubourg aux moulins, puis il a cessé de fonctionner en 1947. En gris, je vous l'ai mis, c'est un moulin un peu plus récent, 1900, parce qu'il y a eu un incendie avant. Mais sa particularité, c'est que lui, c'est un moulin, essentiellement un moulin à 4D. Et on arrive dans quelques exemples de moulins commerce. En haut, vous avez le magnifique auberge Wakefield, donc en Outaouais. Et en bas ici, vous avez l'auberge des Glacis. Tantôt, je vous ai parlé, c'était quoi un glacis? Là, la trappe qui permet d'actionner ou d'arrêter l'eau là, juste avant l'arrivée de la roue, juste avant que l'eau arrive à la roue, là. Le moulin a pris ce type-là, ce titre-là. C'est un moulin qui est sur la rivière à la Tortue, construit en 1841, et Moulin Wakefield en 1847. On a un autre exemple de moulin commerce, c'est le moulin de Belleuil. Il est pas classé comme plein d'autres, mais on a peu d'informations dessus. On sait qu'aujourd'hui, il y a un restaurant ici et des bureaux en haut, là, mais pas beaucoup plus que ça. Il y a des moulins qui ont été transformés en salle de spectacle. Ici, vous avez le moulin du Portage, qui est fait avec des pierres qui datent de 1815, mais le bâtiment a été incendié en 1988 et reconstruit en 89. C'était à l'origine un moulin barrage. Vous avez une petite idée ici de la scène à l'extérieur. Vous en avez un autre, le moulin Michel à Bécancour. Même chose, vous voyez la salle à l'intérieur. Et le moulin Michel, par contre, a gardé une fonction de meunerie à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas du moulin Lapierre. Vous avez des moulins qui sont convertis en musée. Vous avez le moulin de la Chevrotière à Grondines-des-Chambeaux et le moulin de Missisquoi à Stanbridges. Le musée Missisquoi, mais c'est le moulin Cornell. La roue ici à l'extérieur, hein, je vous disais tantôt que les moulins n'avaient pas de roue à l'extérieur. Cette roue-là a été réinstallée par les gens du musée parce que c'est plus spectaculaire, un peu comme le moulin de la Lorraine, là, une installation récente. Ça.
OK? D'autres exemples de moulins commerce, vous avez le resto chalet qui s'appelle Le Moulin Saint-Laurent à l'île d'Orléans, construit en 1720. Puis vous avez aussi des commerces plus modestes. Là. Ici, c'est à Saguenay. C'est maintenant un bureau administratif de la ville de Saguenay. Et finalement, vous avez un exemple d'un commerce beaucoup, beaucoup plus modeste. C'est le moulin du Petit Saint-Esprit qui est sur la rivière Saint-Esprit à l'Épiphanie. Aujourd'hui, c'est un antiquaire qui est là, mais les parties visibles du moulin sont comme moins évidentes. Mais c'est ça quand même. L'arrière, puis il y a quand même encore une bonne partie de ces mécanismes à l'intérieur. Mais encore là, le ministère de la Voirie, je parlais tantôt, là, quand ils ont fait le pont en avant, ils ont complètement bloqué l'arrivée d'eau. Fait que si jamais on voulait faire refonctionner le moulin, il n'y a plus rien à faire, là. L'entrée d'eau est complètement bousillée par le ministère de la Voirie. Des exemples de moulins commerciaux qu'on pourrait appeler douteux. Là. À Sainte-Clotilde, il a été transformé en garage, puis mettons que c'est pas ça. Le moulin à farine et à cardé de Lisley. Remarquez encore la roue, mais c'est la même chose. Là, cette roue-là n'a pas fonctionné jusqu'à la fin. C'est plus comme un décor. Le moulin, il est ici, est engendré dans un très, très long chose. C'est vraiment pas très harmonieux. Et finalement, oups, excusez, j'ai oublié le moulin blanc, mais je pense que je l'aimais pas, je l'aimais tellement pas que je l'ai sauté. Il était vraiment pas intéressant. Mais ça m'emmène à vous expliquer quelque chose, ce qui est important des fois quand on voit des moulins douteux. Eux, dont l'esthétique est douteuse, c'est ça que je devrais dire, là, et non un moulin douteux. Ici, vous avez le moulin bleu. Le moulin bleu, c'est l'un des deux derniers avec le moulin Lapierre qui a fonctionné jusqu'à récemment et qui faisait vivre son meunier, son propriétaire, par les fruits de la farine. Contrairement, mettons, par exemple, au moulin à Saint-Eustache, le moulin de Saint-Roch-des-Aunets, où il y a les entrées de touristes et de subventions et tout ça sont beaucoup plus importantes. Il y a un projet, c'est le seul moulin à l'heure actuelle qui a un projet de restauration. On voudrait en faire ce que vous voyez en bas à droite. Mais je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas beau. C'est que le moulin qui date de 1860, qui est en arrière ici, c'est que si vous voulez vivre de faire de la farine, à ce moment-là, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas acheter votre farine, vos grains en poche, puis vendre votre farine en poche, puis espérer faire assez de profit entre les deux. Donc, il faut que vous ayez d'immenses espaces pour que, par exemple, eux autres se spécialisaient beaucoup dans la farine de sarrasin. Bien, quand le sarrasin est récolté fin d'été, début de l'automne, bien, il faut pouvoir l'acheter par plein camion. Donc, à ce moment-là, il faut construire des bennes. Quand vous avez votre farine qui est faite, c'est la même chose. Vous avez besoin, en vente, vous ne pouvez pas vendre juste un petit, ça au kilo aux gens qui viennent visiter le moulin, là. Donc, à ce moment-là, il faut que vous ayez de l'espace d'entreposage. Ce qui fait qu'avec le temps, il s'est construit. Puis comme c'est une entreprise, ils ne cherchaient pas, ils n'ont pas donné de contrat des architectes à des choses. Ils ont juste construit des bâtiments qui étaient nécessaires autour d'eux pour que le moulin réussisse à survivre. Le projet de restauration, on ne compte pas en survivre. On compte en faire un lieu touristique aussi. Et à ce moment-là, on va dépouiller le moulin d'un certain nombre de ses éléments, tout en gardant sa tour parce qu'elle est inscrite dans le patrimoine architectural du coin. On termine rapidement avec des moulins qu'on peut dire des moulins désastres. Okay? Vous avez le moulin du Gouffre à Baie-Saint-Paul, qui est un moulin banal, qui était entre ces deux photos-là, là, il y a 5 ans entre les deux, OK? Et de très nombreux avis au ministère, parce que c'est un moulin classé, ça. Le ministère, là, pour le ministère, c'est un moulin très important. Et vous avez vu comment ils ont donné de soin. Donc, nous, entre autres, faisons des moulins et plein de gens dans le coin, des amis des moulins, on a envoyé des avis parce qu'à un moment donné, on voyait, là, il y avait une immense chute ici, là, un trou qui se faisait dans la couverture. Le ministère n'a fait aucune intervention et il s'est totalement effondré. Et ça nous amène à un autre désastre semblable, qui est le moulin du Petit Saut à l'île Verte, qui lui aussi est classé. Et lui aussi, on a vu sa détérioration s'en venir. Et c'était à ce moment-là, euh, on en a parlé, mais on n'a pas réussi
à le faire. On va y aller rapidement, par exemple, pour ne pas finir sur une note décourageante. On va y aller avec tout simplement des beaux moulins. Saint-Roch-des-Aunais, probablement que plusieurs l'ont déjà vu. Le moulin de Terrebonne, c'est un ensemble de moulins qui est vraiment génial, un très gros complexe. Malheureusement, le moulin est l'aspect moulin, il y a plein d'affaires qui se passent là, puis tout ça, là, mais l'aspect moulin n'est pas beaucoup, beaucoup en évidence, en tout cas à notre goût. Ici, vous avez une merveille, les deux moulins, moulin avant et moulin en haut à l'île des Coudes, à l'île aux Coudes, excusez-moi. C'est la seule place en Amérique du Nord où on va retrouver un moulin avec les deux. Mais voilà, je vais sauter la diapositive suivante, qui est un petit film, puis ceux qui s'intéressent, on le verra à la fin. Hein, donc, ça, c'est le moulin de la Rémie, qui, lui, a été très bien conservé, restauré à l'extérieur. On fait encore la farine dedans. Cependant, on ne fait plus de la farine de façon traditionnelle. Les meules, tout ça, c'est tout réglé, contrôlé par des ordinateurs et c'est vraiment, et on sort la farine en quantité industrielle de ça. Et donc, c'est avec un procédé ancien, c'est encore des meules de pierre, mais c'est tout ce qu'il y a d'ancien. Vous avez, j'en ai parlé tantôt, le moulin des éboulements, qui est le plus authentique de tous les moulins qu'on a au Québec. C'est vraiment là, vraiment une merveille comme moulin. Ici, vous avez le moulin, j'en parlais tantôt, le moulin des Jésuites, là, quand on regardait la couverture, la réfection de la couverture. C'est le moulin là, juste ce niveau-là. Le moulin de la pierre, c'est celui avec le moulin bleu dont je vous parlais tantôt. C'est les deux seuls, les deux derniers à avoir vécu de la production de leur farine et qui sont encore debout. Puis lui étant quand même des aménagements. Lui-ci a eu beaucoup d'agrandissements, mais avec un souci un peu plus esthétique que l'autre et probablement avec des moyens plus grands aussi. Vous avez le moulin Légaré, qui est le seul en fonction dans la région de Montréal puis qui est vraiment, lui aussi, très intéressant au niveau des choses. Au niveau des moulins à vent, on en a eu beaucoup de moulins à vent. Quand on regarde au niveau de l'originalité, ben, si vous voyez tous ceux qui sont là, qu'on a nommés, qu'on a parlé dans le show, ici, lui, sa coupole n'était pas comme ça. Là. Ça, c'est les sœurs, c'est celui de l'île Saint-Bernard, là, les sœurs qui l'ont modifié en oratoire. Là. Ben, à l'origine, il y avait un toit comme tous les autres. C'était tous des moulins taux qui se ressemblaient quand même beaucoup. Bon, tantôt, on l'a entrevu. Au niveau de ceux qui sont un peu différents, il y avait le moulin de Sorel, et qui avait 6 ailes, mais il est aussi une forme octogonale. Donc, il n'est pas rond, lui. C'est pas un cylindre, c'est une forme octogonale. J'imagine octogonale pour la forme, 6 ailes, probablement que le 6 c'est un chiffre chanceux pour le ça. Vous avez le moulin de Pointe-aux-Trembles, qui est un petit peu, à première vue, il peut vous ressembler comme les autres, mais il est un peu différent dans le sens qu'il y a un étage de plus. Il y a 4 étages et lui, il y a 2 paires de meules. C'est le seul moulin là, qu'on a à ce niveau-là au Québec. Vous avez inquiétez-vous pas là, si vous voyez que c'est juste la 81e, même 74. Là, les autres, c'est ceux que j'avais mis de côté. Là. On arrête avant ça, on a presque terminé. Donc, l'originalité d'Aluminé, le seul qui est vraiment très original, fait très différemment des autres, c'est le moulin Fleming à Ville-la-Salle. On en a parlé là, dans la première exposée, mais on ne s'est pas rendu à faire des moulins de ce type-là, avec des galbes aussi élégants, puis tout ça. On n'a pas jamais eu ça au Québec. L'avenir des moulins n'est pas aussi dramatique que celui-ci, mais quand même, c'est pas une catastrophe, mais on doit collectivement rester très vigilant parce qu'on en perd régulièrement. Il y en a beaucoup qui sont sur le point de disparaître aussi. Donc, je vous remercie de votre attention et je vais cesser mon partage pour qu'on puisse se revoir. Fait. Merci, Monsieur Bessette. Alors, je vais tout de suite vous mentionner ce qu'on nous a écrit dans le chat pendant la présentation. Donc, Monsieur Lapointe nous dit là, de diapo 56, est-ce qu'il s'agissait bien d'un colombage pierroté? Bon, on n'a plus la diapo devant nous, mais Ouais, donc on... je vais aller la voir. Là, je pense que c'est celui du moulin 56. Non.
Non, 56, c'est un moulin. Euh, non, c'est pas. Mais j'imagine qu'il faisait référence au Moulin Rouge, là, qui est le moulin d'Enneville, si je me rappelle bien, là, qui lui. Ça se peut que ça s'appelle de même, parce qu'il peut peut-être y avoir de la pierre à l'occasion, je ne saurais pas dire. OK. Le chose. Mais on pourrait s'en renseigner. Je suis sûr que Clément Loca, dont je faisais allusion tantôt, là, qui est d'ailleurs, je pense qu'il est président encore là, Il est président de l'APMAC, oui. d'ACMAC, là, Clément, ça en mesure, c'est sûr là, de donner une réponse à ce niveau-là. Ça, j'en suis certain. Pas de problème. Il nous dit aussi qu'il y a un moulin abandonné le long de la A20 Est, près du bras de la rivière Bras Saint-Nicolas. Donc, je sais pas. C'est- C'est peut-être le moulin Ouellette que je vous parlais que le coin était arraché tantôt, là. Parce que OK. lui, on le voit de sur la 20 S, dans le bout de l'Islay. Là, il faudrait que je le vérifie plus, là. Lui, il est situé dans la municipalité de l'Islay, là, mais jusqu'à quel point ça se peut que juste de l'autre bord, là, ça soit l'autre municipalité que vous nommiez. Là. D'après moi, parce que visible de la 20, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a une couple, mais pas tant que ça. Parfait. Ben, excellent. Mais merci, Monsieur Lapointe, de nous l'avoir dit parce qu'il faut quand même que l'information se passe si on veut les sauver, ces bâtiments-là. Exactement. Ben, on a Isabelle qui nous mentionne qu'il y a le moulin à vent de Grondines qui a été transformé en musée aussi. C'est un autre exemple. Ouais, effectivement, dans les moulins à musées, souvent aussi, ça va être un halte d'information touristique, là, comme le moulin banal de Verchères. C'était des exemples, là. Il y en a, Oui. il y a d'autres moulins qui sont convertis en salle de spectacle, d'autres en centre d'exposition, là. Mais effectivement, j'ai touché moins les moulins avant parce que comme le lien, c'est avec les maisons de pierre qu'on voulait faire, là, mais effectivement, là, elle a raison pour le moulin de Grondines. Bien entendu. Il y a Elisabeth qui a levé la main. Allez-y, Elisabeth. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, bonjour. Donc, merci. C'est vraiment une très, très belle présentation. Et puis, ça m'amène donc au sujet là, des différents moulins qui ont disparu. Moi, je suis dans la Petite Nation et je voulais dire que le 26 avril, il va y avoir une présentation dans la salle communautaire à Plaisance. En fait, c'est que sur la rivière de la Petite Nation, il y a eu déjà eu un village, North Nation Mills, et qui a disparu parce que dans le fond, il y avait des moulins à scie. Il y avait aussi un moulin, je crois que c'était la famille Papineau, un moulin à farine. Et là, bon, je veux dire, ça a été comme quasiment tout détruit. En fait, il y a eu une maison, il y a eu des maisons, il y a eu des bâtiments qui ont été transportés ailleurs. Mhm. Et là, il y a une vieille maison, genre type maison de colonisation, en pièce sur pièce. Puis là, ben, c'est toute la conscientisation parce que mes parents sont arrivés ici. Mes parents étaient immigrants, puis ma mère entendait parler de ça, puis c'était comme ah, waouh, et tout ça. Mais les gens autour, c'était comme bof, tu sais, un petit peu. Puis là, il y a comme bon, comme une prise de conscience, tu sais, nos racines et tout ça. Donc, il y a cette maison de colonisation-là, que là, on va retransporter sur le site des chutes à Plaisance, qui en tant que telles, juste tu sais, au niveau de chutes, sont vraiment très, très belles. Et là, cet espace-là, maintenant, parce qu'à Plaisance, on a le parc des Presqu'îles. On a eu la chance aussi d'avoir les Presqu'îles qui est déjà, c'était le parc, euh, voyons, de l'Art des Ormeaux. Là, maintenant, c'est devenu un parc provincial et tout ça. Et là, le site le site des chutes fait maintenant partie de la CEPAC. Et là, il y a de revalorisation, il y a tout un plan pour voir où était l'emplacement des anciens moulins et tout ça.
Donc, c'est un plan là, sur, je pense, quinquennal. Et donc, il y a beaucoup de ces bâtiments-là qui ont disparu, là, mais il y a peut-être quelques traces et tout ça. Puis donc, le 26 avril, à Plaisance, il y a une présentation qui va avoir lieu. Donc, toutes les personnes, dans le fond, qui s'intéressent à tout ça, ben, je voulais juste lancer euh, cette information-là. Donc, Merci pour l'invitation. mhm. C'est ça. Puis il y a beaucoup de recherches et de travaux encore à faire, de mise en valeur de recherche. Puis vous parliez tantôt, il y a une belle chute, mais un des gros problèmes, c'est que souvent, les chutes avec les nouvelles normes du ministère de l'Environnement, c'est vraiment souvent un problème pour les moulins, là. Si vous avez, quand il y a une chute qui fonctionne, puis il faut surtout pas la perdre parce qu'après, Non, non. c'est loin d'être sûr qu'on peut la regagner. C'est Ben, vraiment rendu un les problème pour bâtiments, beaucoup de c'est moulins. ça, c'est comme fin 1800, parce que la municipalité de Plaisance a été fondée en 1900. C'était après, donc, North Nation Mills. Mhm. Mais les gens de Plaisance, ben, quand mes parents sont arrivés, eux autres, ben, ils étaient comme intéressés à l'histoire, mais les gens autour, c'était comme bof. Tu sais, ils accordaient pas beaucoup d'importance à ça. Tu sais, puis mes parents, bon, sont décédés entre-temps. Mais là, il y a comme les gens se reconnectent un petit peu à tout ça. Puis il y avait à Papineauville aussi, il y avait un moulin des Papineaux, je crois, Mhm. qui a été démoli. Puis je me rappelle de ce moulin-là, qui est dans plein milieu du village. Puis le propriétaire, bon, ça a été vendu dans les mains de particuliers. Puis ça a été détruit. Mais là, aujourd'hui, on voit l'importance, tu sais, puis il y a la maison du meunier qui est là, puis euh, mais il y a eu l'époque, tu sais, où on voulait rien savoir de ça, puis donc ça a été comme un petit peu mis de côté, puis euh, là, maintenant, tu sais, je suis contente de voir que là, on veut comme j'ai vu, parce que en fait, je suis allée il y a le regroupement des amis du parc de Plaisance. Et j'ai eu comme un preview là, sur ce qui va être présenté. Et là, on va vraiment voir les emplacements des différents moulins qui ont eu lieu. Puis, donc, tu sais, c'est comme on reconnecte un petit peu à nos racines parce que, tu sais, on a beau être aujourd'hui dans toute la technologie, mais on ne peut pas avoir toute la technologie aujourd'hui si on n'avait pas eu toutes les technologies du passé. Tu sais, tout se construit. Puis, tu sais, je trouve que c'est important de préserver certaines parties, puis de reconnecter avec ça parce que Alors, voilà. Donc, je voulais Puisque vous euh, parlez de répondre. reconnexion, ça me permet de... Vous savez que grâce à l'initiative du Moulin Légaré, depuis 2 ans, maintenant, le métier de meunier artisan est inscrit au patrimoine immatériel du Québec, là. Fait que donc, on Mhm. reconnaît quand même une valeur à ce travail-là. C'est ça. Puis, tu sais, comme on parle au niveau de l'alimentation aussi, tu sais, vous parliez là, du pain des grains qui était moulu. Euh, Puis, tu sais, aujourd'hui, à l'opposé, tu sais, on parle des aliments super raffinés puis qui perdent toutes sortes de valeurs. Puis là, on reconnecte avec tu sais, des valeurs beaucoup plus, ben, tu sais, la proximité des marchés, tout ça. Puis, tu sais, je trouve que c'est vraiment opportun aussi là, de reconnecter. Puis c'est sûr qu'on n'a pas la même population, là, on a beaucoup plus de gens à nourrir, mais tu sais, je pense que, tu sais, de reconnecter avec tout ça, puis, tu sais, des fois d'aller voir ce qui était fait auparavant, puis d'innover aussi.
Tu sais, je trouve que c'est important là, d'être à la fois ancré, puis regarder, tu sais, les nouveautés, puis je pense que qu'au niveau de notre santé, c'est, Ben, si vous c'est permettez ça, important. là-dessus, c'est ça, c'est que les moulins ancestraux, les moulins qui font partie de notre association, ils sont vraiment dans une mouvance moderne, là. C'est de l'énergie renouvelable, c'est des circuits courts. La très grande majorité font de la farine à peu près juste bio. Donc, c'est vraiment le meilleur exemple, là, c'est les moulins de l'île aux Coudres, là. À l'île aux Coudres, les grains de blé ou de sarrasin, les deux sont cultivés sur l'île. Ils sont mous dans le moulin et ils sont vendus aux gens qui se rendent au moulin. Ils n'ont pas de Mhm, système de distribution à l'extérieur, rien. Donc, toute la farine qui est produite, elle est vendue à l'île. Bon, il y en a certaines qui elle peut se retrouver. Moi, j'en ai, puis je suis resté dans la région de Montréal parce que je l'ai acheté là. Mais mhm, donc, les produits, puis on connaît le cultivateur qui cultive les choses. Je vous parlais tantôt du moulin un bleu à Saint-Roch, ben c'est la même chose. La semaine prochaine, il y a une rencontre avec des producteurs, hein, puis on sait leur nom, puis leur adresse, le jour de ceux qui vont produire les grains qui vont être mous pour faire de la farine qui va être vendue éventuellement. mhm, mhm. C'est ça. Excellent. OK. On a une Merci. petite question. Donc, on parlait tout à l'heure d'un moulin qui serait là en bordure de la A20. Est-ce qu'il porte un nom, ce moulin-là? Oui, Moulin Wallet. Ouellette. OK, Ouais. parfait. Merci beaucoup. Alors là, je ne vois plus de main levée. Je n'ai plus non plus de questions dans le chat. Alors, Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3. S'il n'y a rien d'autre qui apparaît, ben, Monsieur Bessette, on vous remercie énormément. Vos connaissances sont très larges. J'invite tout le monde à jeter un coup d'œil au site web Les Journées du Moulin. Il y a un répertoire, là, vous allez pouvoir voir un bottin de différents moulins répertoriés. N'hésitez pas non plus à regarder sur celui de la PMAC parce que vous allez avoir nos outils et vous allez voir aussi notre programmation qui va se dévoiler petit à petit pour l'année. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous. Oh, il y a une main levée. Oui, oui, Monique. Oui, je m'excuse, j'ai de la misère avec ma caméra, là. Elle ne se tient pas à sa place. Puis, je ne sais pas comment enlever la main, je n'ai pas trouvé le petit piton. Je voulais juste me présenter à M. Bessette parce que j'ai fait sa connaissance justement avec la première partie de la conférence. Je l'ai écoutée, puis j'ai chez nous des ruines d'un ancien moulin sur mon terrain. Puis, bon, M. Bessette a accepté de m'aider éventuellement quand il va avoir le temps, mais moi, je veux identifier les pièces du moulin. Puis, je voulais juste dire bonjour à M. Bessette. Maintenant, vous pouvez mettre un visage sur la personne. Effectivement. Parfait. Fait Merci. qu'on se recommunique à court terme. Merci. Merci beaucoup. Super. Alors, n'hésitez pas, hein, s'il y en a d'autres qui ont des ruines sur leur terrain, là, écrivez à la PMAC ou à la MQ, puis on va en faire des recherches. C'est ça. Alors, je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se revoit bientôt pour un autre rendez-vous du dimanche. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à tous et toutes. Merci, Monsieur Bessette. Au C'est bon. revoir. Au revoir.